Bonjour à toutes et à tous. Ça me rappelle les grandes heures où j'étais professeure d'université, donc c'est très agréable de parler devant beaucoup de monde. Donc, je suis Marie-Christine Lemardelet, présidente de l'ESPCI, adjointe d'Anne Hidalgo pour l'enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante. Alors, cher Alain Aspect, qui est la vedette du jour, enfin, il y en a d'autres aussi cachés, mais comme Jean Jouzel, par exemple. Non, non, mais c'est une... Cher Elie Raphaël, cher Jérôme Le Sueur, cher Vincent Croquette, chers étudiants, chers collègues, chers toutes et tous, bienvenue à l'IPGG pour cette conférence anniversaire des chantiers du savoir. Comme dit Elie Raphaël, c'est pas tous les jours qu'on a 20 ans, donc ça se fête. Cher Alain Aspect, je tiens à vous remercier de nous faire l'honneur de votre présence ce soir. Et nous célébrons, je viens de le dire, les 20 ans des chantiers du savoir qui ont, tout au long de ces années, offert aux élèves de la SPCI l'opportunité d'enrichir leurs connaissances par des cycles de 3 conférences par an. Ces conférences, alors Jérôme Le Sueur vous en fera un bref défilé reportage dans un instant. Ces conférences ont été pensées pour vous, chers élèves ingénieurs de la SPCI, puisqu'elles cherchent à élargir vos perspectives en dépassant la théorie et en explorant les applications et les concepts développés de nos jours. C'est un lien précieux à établir entre la théorie et la pratique actuelle qui permet de vous aiguiller dans vos choix de parcours et de mieux percevoir, même d'entrevoir parfois votre avenir professionnel. Ce n'est pas négligeable comme conséquence. Tout au long de ces 20 années, les conférences ont tout aussi bien couvert les sciences fondamentales que des applications plus concrètes dans les domaines variés tels que la biologie moléculaire, la géométrie, la paléoanthropologie, l'écologie et la biodiversité, l'informatique ou encore l'intelligence artificielle, et l'astrophysique. Mais j'ai certainement oublié de nombreuses disciplines et je ne vais pas essayer de toutes les citer. Mais la qualité des conférences résidait dans celle des intervenants, puisque ce sont les meilleurs spécialistes de ces domaines qui se sont succédés devant les différentes promotions PCN. Alors, je tiens à remercier évidemment, à saluer le travail nécessaire d'Élie Raphaël et de Jérôme Le Sueur, qui ont choisi de donner de leur temps pendant toutes ces années et de participer à élargir les perspectives de nos élèves. D'ailleurs, Monsieur Aspect, vous étiez l'orateur de la première conférence des chantiers du savoir. Et je me réjouis de votre retour en cette date anniversaire. La boucle est bouclée. Félicitations à vous. Je crois qu'on peut applaudir à la fois les élèves et vous pour votre présence ce soir. Pour finir, je forme le vœu que cette belle entreprise, les chantiers de savoir, se perpétue, continue. Donc, Élie Raphaël vous fera un petit mot à la fin pour déclencher des vocations, pour qu'il y ait des repreneurs pour piloter ce beau chantier. Hein, on est envahi de chantier, on est entouré de chantier. Et ici, c'est un chantier de la connaissance. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup pour ces mots chaleureux, Madame Le Mardelet. Merci à tout le monde d'être là. Merci à Alain, qui est dans les problèmes techniques, mais ça va être soluble. J'ai l'impression que le Wi-Fi, c'est plus compliqué que la physique quantique. Et un grand merci aussi à Jean Jouzel qui nous fait l'amitié d'être là aussi pour ces 20 ans. Il y a 20 ans, on a commencé cette expérience avec Élie et avec aussi les BDE successifs. Voilà, donc j'ai pas mis les noms des 20 BDE avec lesquels on avait travaillé, mais ça a été essentiel, vous le savez. Ce cycle de conférences, c'est pour vous et c'est avec vous. Voilà. Donc toutes les affiches, toute la com, les petits pots à la fin, les idées d'intervenants, ça nous a beaucoup aidé et inspiré. Voilà, donc première affiche, je vais pas vous faire les 20 affiches, hein. Première affiche où c'était marqué que c'était la première conférence des Chantiers du Savoir, avec un invité de marque qui s'appelle Alain Aspect.
Et Alain, bah voilà, voilà ton premier slide, si je pense que tu t'en rappelles. Où tu nous avais... C'était l'année de la physique, en fait, hein, 2004-2005. Et donc, tu avais en particulier participé à ce bouquin sur la physique d'aujourd'hui avec tes collègues. Et puis, tu nous avais parlé des manips que tu avais, enfin, tout le travail que tu avais fait avec Philippe. Voilà. Euh, alors, ça va être un tout petit peu long, mais je pense important. On va regarder ensemble tous les conférenciers qui sont passés, puis je vais vous dire très rapidement de quoi ils ont causé. Alors, je ne vais pas vous dire que ça va vous rappeler des souvenirs, parce qu'il y a 20 ans, vous n'étiez pas vraiment encore dans cet amphi. Alain, d'abord, qui nous a parlé des bits quantiques et des stupéfiantes propriétés des particules quantiques. Pierre-Henri Gouillon, qui nous a parlé d'OGM et de biodiversité, sujet on ne peut plus d'actualité. Et puis Yves Meyer, qui est l'inventeur de la méthode des ondelettes, et qui nous a en particulier parlé de l'importance des neurosciences dans ce développement des ondelettes et après de la décomposition JPEG. Nous avons eu ensuite le plaisir d'écouter Françoise Combe, qui nous a parlé des galaxies, qui nous a fait rêver avec la vie et la mort des galaxies. Puis Jean. Alors le titre, c'était L'avenir de notre climat. Voilà. C'était il y a 20 ans. Euh, Sujet on ne peut plus brûlant sans mauvais jeu de mots. Stanislas Dehaene sur l'imagerie cérébrale et le décodage des fonctions cognitives. Ensuite, nous avons eu Pascal Pic. Il nous avait parlé des grands singes, parce qu'on parle souvent des hominidés, mais en fait, il y a plein d'informations sur la lignée des grands singes. Alain Fischer, peut-on analyser le fonctionnement du système immunitaire? Vous savez que c'est un des grands immunologistes français, et avec ses expériences en particulier sur les bébés bulles. Et puis, on avait eu Albert Fert, qui nous avait parlé de spintronique. Voilà, donc juste pour vous dire que, et pour Albert et pour Jean, c'était avant qu'ils aient eu la distinction suprême. Puis Yvon Lemao nous avait parlé des manchots empereurs qui, les pauvres, chauffaient au pôle Sud. Ensuite, Jacques Livage nous avait fait rêver avec les matériaux et en particulier l'art du feu et de la chimie douce. Il y avait de magnifiques photos de matériaux et de lumière. Et puis Jean-Pierre Luminet, là, il nous avait parlé de l'univers qui était chiffonné. On voyait en fait plein de fois l'univers quand on regarde l'univers lointain. Alain Berthoz, le cerveau, le mouvement et l'espace. Axel Kahn, qui nous avait fait une conférence sans aucun support pendant voilà, 1 heure, absolument extraordinaire, sur science, progrès et société, très inspirante. Et Jean Dalibard, je pense que tu le connais, Alain. Vous avez un peu travaillé ensemble, non? Voilà, Jean qui nous avait parlé, Joker, voilà, des gaz ultra froids, qui est vraiment sa spécialité. Il avait commencé à travailler avec Alain dessus. Ensuite, nous avons eu Uriel Frisch qui nous a parlé des systèmes turbulents. Jean Wassenbach, qui était l'un des fondateurs du Généton. Donc, vous avez parlé de l'exploration du monde chimique accessible aux vivants. Et Jean-Pierre Kahn, magnifique conférence aussi sur Fourier, à la fois Fourier le mathématicien, mais aussi Fourier le préfet, Fourier l'homme qui a le premier expliqué l'effet de serre. Voilà. On a enchaîné. Touk. J'ai oublié quelqu'un là, non? Jean-Pierre Kahn. Voilà, c'est bon. Euh, et puis ensuite, Marc Foncave était venu nous parler de chimie bio-inspirée. Jean-Philippe Bouchot, le titre est intéressant. Là, entre parenthèses, regrettable, fermez la parenthèse, complexité des systèmes économiques. Ça aussi, je pense que c'est assez d'actualité. Et Henri Léridon sur la croissance démographique dans le débat du développement durable. Voilà. José Alain Sahel nous avait fait rêver avec la possibilité de restaurer la vue d'un certain type de non-voyants, pour un certain type de voyants. Alain Prochian qui nous avait parlé des maladies mentales et de l'évolution. Et Jacques Pro qui nous avait parlé de l'approche physique de la dynamique des tissus, donc un mariage entre la biologie et la physique statistique. Puis Sébastien Dalibard
était revenu avec nous dans le monde quantique, avec la plasticité des cristaux géants quantiques. Jean-Pierre Bourguignon, bah, c'est des maths, hein, c'est les espaces de Gauss. Et puis, avec un petit crochet par Einstein, nous avait expliqué. Et enfin, Antoine Georges, qui nous avait rappelé qu'en physique quantique, il y a des phénomènes collectifs et que ce n'est pas forcément évident à appréhender. Yves Bréchet, alors le titre d'Yves Bréchet, c'était quand même l'art d'utiliser les trous pour combler les vides. Je vous laisse méditer. Voilà, donc Yves voulait être avec nous ce soir, mais malheureusement, il est en Allemagne. Cédric Villani, quand les galaxies décident d'aller se reposer, bon, c'était quand même des maths, hein, mais bon. Et puis, éditeur sur l'épigénétique et la mémoire cellulaire. Magnifique. Elle nous a parlé des tomates et de la couleur des tomates, c'était fantastique. Yves Couder nous a fait aussi un parallèle intéressant entre physique classique et physique quantique en nous parlant de la dualité onde-particule à l'échelle macroscopique, pas à l'échelle à laquelle l'a regardé Alain. Et puis Laure Saint-Raymond, l'irréversibilité, une histoire de probabilité, des maths encore, et Jules Hoffman, qui avait eu récemment le prix Nobel, l'immunité innée des insectes à l'homme. Et puis, ça faisait 10 ans. Alors, pour 10 ans, on avait une guest star qui s'appelait Alain Aspect. Et ben voilà. Et donc, il nous avait parlé d'Einstein, Abel et Feynman, la lumière au cœur de la révolution quantique. On s'est dit qu'on repartait pour 10 ans. Et donc, on a eu Gérard Berry, la révolution informatique dans les sciences, extrêmement éclairante. C'était à l'aube, au tout début de ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution de l'intelligence artificielle. Pas des réseaux de neurones hein, qui ont été travaillés, en particulier le SPCI dans les années 80. Thierry Djamarquis sur le désordre, le délice et l'imagination. Le délice de l'imagination, pardon. Et ensuite, là, on avait terminé l'année par Françoise Barré-Sinoussi, mondialisation et infection émergente, les leçons du VIH. Là aussi, un regard à la fois de scientifique, mais aussi d'humaniste. Elle a beaucoup travaillé, en particulier avec les populations africaines. Ensuite, hop, là j'ai un petit problème. Voilà. Euh, ah bah là, ça a sauté. Là. Bon, Marc Mézard. Non, mais pourquoi il n'est pas... Ah si, voilà, j'ai retrouvé Marc. Voilà. Donc Marc Mézard, physique statistique. Donc il nous a parlé de transition de phase. C'est pas le seul, d'ailleurs, on verra qu'un autre conférencier qui nous a parlé de transition de phase. Là, c'est sous l'aspect physique théorique. Et puis Christine Petit, entendre pour communiquer. Donc c'est les interactions entre l'audition et la génétique. Et puis Denis Le Bihan, neurospin du proton au cerveau. Donc neurospin fonctionne aujourd'hui pour explorer le cerveau humain. Stéphane Mallat, un réseau de neurones peut-il apprendre la physique? Alors, celui qui sait répondre à cette question, voilà, qui nous avait été posée, la réponse était assez ambiguë hein, de mémoire. Voilà, Pascal Cossard, la microbiologie, avec en particulier une exploration de la vie et la mort de la bactérie Listeria. Et Christophe Solomon, la mesure du temps au XXIe siècle, qui est basée beaucoup sur la physique quantique, bien sûr, et sur les atomes froids, que connaît un petit peu Alain. Voilà, on a enchaîné avec Philippe Walter, les challenges physico-chimiques de la peinture artistique. Là aussi, c'était très pictural et avec beaucoup de choses archéologiques. Philippe Sansenotti sur le microbiote et Jean-Loup Puget qui nous a parlé de l'univers lointain du satellite Planck qui regarde notre univers quelque temps après le Big Bang. Alors, 2019-2020, on a eu deux conférenciers invités qui s'appelaient le virus et puis le virus, voilà. Mais quand même, juste avant, Patrice Couvreur nous avait parlé des nanomédicaments. Alors, je sais pas, Patrice Couvreur, c'était à l'automne, donc c'était avant qu'on parle quand même de la Covid-19. Était-ce prémonitoire? Bien. Et ensuite, après la pandémie, en mode un peu hybride, on a eu Gérard Mourou, 2 ans, je crois, 2-3 ans après qu'il ait eu son prix, et Luis Quintana Murci,
Alors, donc, pardon, Gérard Mourou, c'était Search for Extreme Light. Louis nous a parlé de génétique des populations humaines. Vous savez qu'on a un petit bout de Néandertal hein, chez nous, alors plus ou moins gros. Et d'ailleurs, à l'époque, on se demandait s'il y avait une relation entre être résistant à la Covid et avoir du patrimoine génétique de Néandertal. Et puis Jacqueline Bloch, quand la lumière se comporte comme un fluide, donc à la fois poétique et très physique. Michel Dévoret nous a parlé de physique de l'information et des circuits quantiques supraconducteurs. Donc c'est une autre physique quantique. On fait des choses un petit peu comme avec les atomes froids, pas exactement pareil. Thomas Lecuy, comment la génétique et la physique donnent forme à la matière vivante. Très intéressant à propos des géométries et des invariants géométriques dans la matière vivante. Et enfin, Yann Lequin, apprentissage auto-supervisé et IA autonome. Donc, bah, vous connaissez Yann et son apport au machine learning et au deep learning en particulier. Donc, il est un des inventeurs. Il a eu le prix Turing pour ça. Tatiana Giraud, alors ça, c'était super. On nous a parlé des champignons. Non, les autres, c'était moins bien. Non, on nous a parlé des champignons pour faire du fromage. Tu ne vas pas dire que toi qui es un gastronome, Alain, que c'était pas important. Bon, dommage. Jean-Jacques Hublin euh, nous a parlé du remplacement de Néandertal par Homo sapiens. Et puis, on est revenu aux transitions de phase avec Hugo Duminil-Copin, donc mathématicien, médaille Fields, et qui nous a parlé en fait du café aux mathématiques. En fait, c'était quelque part des transitions de phase et de la physique statistique. Voilà. Et pour terminer, euh, trois personnes, Étienne Gis, avec une belle conférence, c'était super, comme toutes les autres, hein. Voilà, une belle conférence sur les lettres et la géométrie des lettres de l'alphabet. Ensuite, Anne Oudus, pardon, sur les nanomoteurs, ce qui nous fait qu'on est capable de bouger son bras, par exemple. Fantastique conférence. Et on a terminé avec Marie-Paul Cany, modélisation expressive en 3D. C'est comment utiliser les techniques modernes des jeux vidéo pour faire de la science. Voilà. Donc j'ai été long, mais je pense que ce petit panorama nous a donné une idée de la variété de la science qui se fait aujourd'hui, de sa qualité et j'espère aussi de son importance pour nos sociétés. Voilà. Alors aujourd'hui, on fête les 20 ans avec Alain. Alors Alain, tout le monde te connaît, je vais quand même dire deux mots. Tu veux bien? Et voilà. Et alors ça va être chaud. Donc Alain, évidemment, c'est un grand physicien, c'est un expérimentateur qui a eu des contributions majeures dans le domaine de l'optique quantique depuis plus de 40 ans. Il a commencé à l'ENS Cachan, qui s'appelle aujourd'hui ENS Paris-Saclay. Il a fait sa thèse à Orsay sur des tests expérimentaux des inégalités de Bell et a apporté une pierre décisive dans le débat qui opposait Einstein à l'école de Copenhague. Le débat qui a conduit justement Einstein, Podolsky et Rosen à proposer une expérience de pensée sur l'intrication des particules quantiques et Alain a mis concrètement en œuvre cette expérience de pensée. Voilà, ce fut le début d'une carrière consacrée à mettre en évidence de manière expérimentale le comportement des photons et des atomes directement issus des fondements de la mécanique quantique. Et il a pour cela travaillé au Collège de France, à l'École normale supérieure, au laboratoire Charles Fabry, entre autres, bien d'autres endroits. Correspondant de l'Académie des sciences depuis 1995 et membre depuis 2002, ses travaux lui ont valu d'innombrables prix et distinctions dont je ne fais pas faire la liste aujourd'hui. Voilà, j'espère que tu me pardonneras. Je ne citerai que le plus prestigieux d'entre eux, le prix Nobel de physique en 2022. Professeur infatigable, passeur de sciences de grande qualité, Alain Aspect a toujours eu le goût de la transmission des savoirs auprès d'un large public. Il va nous le prouver encore ce soir avec cette conférence intitulée Les deux révolutions quantiques, des concepts aux applications. Je te laisse la parole. Eh bien, bonsoir à tous. Je ne savais même pas que c'était la troisième fois. Je pensais que c'était la deuxième, mais je ne savais pas que c'était la troisième fois. C'est toujours un honneur de parler ici, devant les étudiants d'une école extrêmement
dynamique et intéressante. J'aimerais quand même savoir où ils en sont de leurs études, tous ces gens. Est-ce que c'est plutôt des premières années? Levez la main, les premières années. Ah oui, d'accord. Et les gens de master, les choses comme ça, quelques-uns. Il y a une règle. Ah, parce qu'en première année, ils sont en master? Oh, c'est pas possible. Parce que là, il y a une règle de somme qui n'est pas respectée. Il y en a... Bon, allez, bref. On va y aller. Donc, je devrais m'excuser pour finalement vous parler de choses dont j'avais déjà parlé il y a 10 ans, mais il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, vous n'étiez pas né ou à peine. Et de toute façon, on m'a effectivement donné le prix Nobel pour des travaux qui ont abouti il y a 40 ans. J'ai passé ma thèse en 1983 et c'est sur ces travaux qu'on m'a donné le prix Nobel. Donc, c'est ce que les gens attendent. J'ai fait beaucoup d'autres choses dans ma vie, hein. Mais non, je précise quand même, hein. Mais finalement, si je propose autre chose, les gens me disent non, 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 les inégalités de Belgique. Je dis, mais je l'ai déjà dit 10 fois. Oui, mais ils sont nouveaux, ils n'ont pas entendu. Donc, vous allez entendre une conférence que les moins jeunes ont déjà entendue. Désolé pour vous. Allons-y. Alors, d'abord, je commence par un peu de pub, en particulier une pub. Ah oui, il faut que je mette aussi mon. Excusez-moi, il faut que je règle mon pointeur. Mon pointeur, hop, je le mets visible. Voilà. Vous le voyez là? Oui, très bien. Donc, je veux faire un peu de pub pour une série remarquable qui s'appelle Science étonnante, qui est faite par David Loapre, qui parle de tout. C'est un physicien, mais il fait des vidéos sur la physique, sur les maths, sur la biologie, etc. Et il y a vraiment une excellente vidéo à laquelle je n'ai contribué que par le fait qu'il est venu m'interviewer, mais elle est totalement de sa responsabilité. Elle est tout à fait remarquable, mais les 40 ou 50 autres sont tout aussi remarquables. Vous pouvez passer vos soirées à regarder les vidéos de David Loapre. Ici, je fais un peu de pub pour un de mes anciens thésards qui a fait une série de 4 vidéos sur le débat Bohr-Einstein. Vous le trouvez dans YouTube sous le titre Photons jumeaux. Voilà. Donc, en particulier pour les jeunes, la physique quantique, elle est étrange, mais elle n'est pas irrationnelle. Alors, qu'est-ce que c'est la physique quantique? C'est un formalisme mathématique qui permet de décrire parfaitement les faits observés et souvent des faits incompréhensibles en physique classique. Par exemple, la stabilité de la matière. J'espère qu'il ne vous échappe pas que la stabilité de la matière est incompréhensible en physique classique. Si vous voulez épater votre grand-mère ou votre tante, vous l'expliquez. Vous dites la matière est formée de charges positives et négatives. Les charges positives et négatives s'attirent. Donc, la matière devrait s'effondrer sur elle-même. Pourquoi elle ne s'effondre pas? Et là, vous faites le malin. Vous dites à cause de la physique quantique. Et je vais t'expliquer, grand-mère, la physique quantique. Voilà. Donc, ça permet de décrire l'interaction lumière-matière, des choses un peu bizarres comme la supraconductivité, la superfluidité. Toujours pour les jeunes, qu'est-ce qui caractérise une bonne théorie physique? C'est non seulement qu'elle sait rendre compte de tous les phénomènes qu'on a déjà observés, mais elle permet d'en prévoir d'autres. C'est-à-dire, vous trouvez dans les équations des phénomènes auxquels vous n'aviez pas pensé, et puis vous allez au laboratoire, vous les observez. Bon, par exemple, l'intrication quantique. Mais je pense que la chose la plus extraordinaire, c'est Maxwell qui a écrit en 1865 une série d'équations qui résument tout ce qu'on connaît en électricité et en magnétisme. Et on connaît pas mal de trucs, mais enfin pas énormément quand même. Et il repère dans ces équations une solution qui sont des ondes qui vont à 300 000 km par seconde. Personne n'avait jamais imaginé que la lumière pouvait être une onde électromagnétique. Donc il repère que ça va à 300 000 km par seconde. On connaît déjà la vitesse de la lumière à l'époque. Et donc ça lui donne la clé de dire ah, ben la lumière, c'est une onde électromagnétique. Ce que Fresnel ne savait pas. Fresnel avait fait une théorie complète de la lumière, mais c'était purement abstrait. Il disait la lumière, pour rendre compte de tout ce qu'on connaît, ça ne peut être qu'une onde transversale qui vibre perpendiculairement à la direction de propagation. Et il a fait la théorie complète de l'optique, sauf qu'il ne savait pas ce qu'était cette vibration transversale. Avec Maxwell, on le sait. Et juste pour conclure, parce que j'adore la liaison entre recherche de base et application, 2-3 ans plus tard,
Hertz, en étudiant le travail de Maxwell, a l'idée de développer le premier générateur d'ondes électromagnétiques, qu'on appelle aujourd'hui ondes hertziennes. Donc, j'insiste sur le fait qu'une bonne théorie, c'est une théorie dans laquelle vous trouvez plus que ce que vous avez mis au départ, et dont, en l'occurrence, ici, l'intrication. Ce formalisme mathématique permet d'inventer des nouveaux dispositifs, les transistors, les lasers, les circuits intégrés. Ne croyez pas que les transistors ou le laser, ça a été inventé par des bricoleurs dans un garage en Californie ou ailleurs. Ah ben non, c'est certainement pas des bricoleurs. Le transistor, je te passerai un bouquin, c'est les plus grandes universités. Les plus grandes universités non, ce n'est pas du bricolage par un gars dans un garage, c'est les plus grands physiciens de l'époque à qui on avait posé un problème qui était les tubes électroniques, ça crame, trouvez-nous un moyen, un équivalent d'un tube électronique. Bon, on en rediscutera après. Les gens qui ont inventé le transistor étaient des très grands physiciens qui ont eu le prix Nobel, ce qui quand même, on ne donne pas des prix Nobel à des bricoleurs dans des garages en Californie. Les circuits intégrés, encore un prix Nobel. Mais le problème du formalisme quantique, c'est ça, ça va être le fil conducteur de ma conférence. Il n'y a pas d'image simple pour représenter ce formalisme dans notre espace habituel. Et c'est pour ça que c'est étrange. Alors, juste un petit avertissement en passant, vous ne laissez pas avoir par les raisonnements du genre la mécanique quantique est étrange, la torsion des petites cuillères à distance par la force de l'esprit est étrange, dont la torsion des petites cuillères est un phénomène quantique. Vous ferez attention, vous verrez un certain nombre de journalistes qui vous racontent des trucs comme ça. Bon, je passe sur la crème quantique Guerlain et autres plaisanteries. Donc, je vais rapidement vous dire 2 mots sur la première révolution quantique et je passerai beaucoup de temps sur la seconde révolution quantique. Donc, il y a 2 concepts avec ces 2 révolutions, la dualité onde-particule est le concept qui est associé à la première révolution quantique, et l'intrication est le concept qui est associé à la deuxième révolution quantique. Donc, commençons par la quantification. Pourquoi ce mot quantification? Ce mot nous dit que certaines quantités qui, dans le monde classique, se présentent de façon continue, eh bien, ces quantités ne peuvent prendre que des valeurs particulières. Alors, par exemple, la lumière décrite de façon classique comme une onde, donc une onde, vous pouvez en prendre des petits morceaux aussi petits que vous voulez, et il n'y a pas de quantification spéciale de l'énergie, eh bien Planck en 1900 et surtout Einstein en 1905 nous dit que cette lumière, d'un certain point de vue, on peut la considérer comme formée de particules d'énergie, une énergie bien définie, les photons, vous savez ça, mais ça c'est totalement différent de la description classique. Alors Einstein, dès 1909, Einstein n'est pas idiot, ça vous le savez, ce n'est pas un scoop. Et Einstein, il dit la lumière est formée de grains, mais il connaît bien sûr les travaux de Thomas Young, d'Augustin Fresnel, les équations de Maxwell, et donc il y a quand même un problème. Alors la lumière, finalement, c'est une onde, ce dont on a besoin pour décrire toutes les manips d'interférence, de diffraction et compagnie, ou bien c'est des particules. Et en 1909, pour la première fois, il énonce l'idée de dualité onde-particule qui va être fructueuse. Alors la dualité onde-particule, elle existe aussi pour la matière. Un exemple, vous prenez les électrons autour du noyau. C'est une loi en 1 sur R2, c'est comme des planètes autour du Soleil ou comme des satellites autour de la Terre. Mais il y a une différence énorme, c'est que les satellites autour de la Terre, ils peuvent être à n'importe quelle distance, d'accord? Tandis que Bohr, en 1913, découvre que pour rendre compte des phénomènes observés, il faut admettre que les électrons ne peuvent se trouver que sur certaines orbites. On est en 1913. Il va falloir attendre 1923 pour que Louis de Broglie dise que pour comprendre cette condition de quantification de Bohr, qui est un peu faite comme ça, par un coup d'intuition absolument génial, cette condition de quantification de Bohr, on peut l'interpréter en invoquant la dualité onde-particule. De quoi s'agit-il? Si on admet que l'électron qui est en train de tourner sur son orbite, ici, c'est aussi une onde, si vous voulez arriver à un régime stationnaire qui ne soit pas le chaos, il faut que cette onde retombe sur elle-même au bout d'un tour complet. Il faut donc que vous ayez un nombre entier de longueurs d'onde sur un tour complet. Et ça suffit à déterminer les orbites de Bohr. Donc la dualité onde-particule, elle va être
énoncé par Louis de Broglie en 1923. Louis de Broglie trouve la relation qui permet de connaître la longueur d'onde une fois que vous connaissez la quantité de mouvement de la particule, et on retrouve bien sûr la constante de Planck. Et puis Schrödinger, on lui dit, je ne sais plus quel est son prof, qui lui dit, écoute Schrödinger, s'il y a une onde, il faut que tu trouves l'équation d'onde. Et Schrödinger trouve l'équation d'onde, c'est la fameuse équation de Schrödinger. Normalement, quand il y a une onde, il y a une équation d'onde. Ben, il la trouve, c'est la fameuse équation de Schrödinger. J'aime beaucoup cette photo parce qu'elle montre combien on est heureux de faire de la physique quantique. Regardez De Broglie comme il est content. Regardez Schrödinger comme il est content. C'est quand même chouette, non? Alors, je clôt sur la première évolution quantique. Donc, qu'est-ce que c'est la première révolution quantique? C'est d'abord une révolution scientifique qui est basée sur la dualité onde-particule. Et cette révolution scientifique, elle sert aux scientifiques. Elle leur permet de comprendre la structure de la matière, sa stabilité, ses interactions avec la lumière. Je vous l'ai dit, la stabilité déjà. Ça permet de comprendre des propriétés exotiques, la superfluidité, la supraconductivité. Mais c'est aussi une révolution technologique basée sur la dualité onde-particule qui permet d'inventer de nouveaux composants, le laser, le transistor, les circuits intégrés, et qui nous amène à une révolution donc sociétale, qui est la société de l'information et de la communication. Vous qui êtes toujours nés là-dedans, vous n'en avez pas conscience, mais la transformation de la société entre avant la société de l'information et de la communication, je l'ai connue, et après, eh bien, c'est une révolution absolument faramineuse. Moi, j'ai tendance à penser que c'est aussi important que l'invention de la machine à vapeur. Donc, la révolution, elle est conceptuelle, scientifique et technologique. Passons à la seconde révolution quantique. On va parcourir les mêmes adjectifs. Cette seconde révolution quantique est basée sur l'intrication. Et cette intrigation, je ne vais pas vous la présenter de façon abstraite, je vais vous la présenter sur une expérience qui est celle que nous avons faite avec des photons intriqués. Et je vais vous présenter d'abord le raisonnement qu'ont fait Einstein, Podolsky et Rosen avec des objets intriqués. Ce n'étaient pas des photons, mais peu importe, c'est une sorte de traduction de leur raisonnement avec des photons. Pourquoi je vous mets d'emblée avec des photons? Parce que les expériences ont été faites avec des photons. Donc, ce n'est pas la peine de vous faire jongler d'un concept à l'autre. Donc, on a un photon nu1 qui part à gauche, un photon nu2 qui part à droite. Je les ai dessinés de couleurs différentes. C'est pour que vous ne pensiez pas que l'intrication est forcément liée à l'indiscernabilité. Il y a des fois, elle est liée à l'indiscernabilité, mais il n'y a aucune obligation. Sur le photon, on fait une mesure de polarisation. La mesure de polarisation, qu'est-ce que c'est? Un faisceau de lumière a un champ électrique qui vibre perpendiculairement à ses directions de propagation. C'est ça, sa polarisation. Comment on le mesure? On le mesure avec un système ici qui est tel que si le faisceau est polarisé parallèlement à l'axe d'analyse qui est repéré par un vecteur unitaire, le faisceau sort dans le canal +1. Si le faisceau est polarisé perpendiculairement à la direction petit a, le faisceau sort dans la direction -1. Et s'il est polarisé entre les deux, eh bien, une fraction du faisceau sort en haut, une fraction du faisceau sort en bas. Seulement, quand on est en physique quantique, on a un photon et un seul, et le photon, il se coupe pas en deux. Dans le photon, il n'y a pas un morceau qui sort en haut et un morceau qui sort en bas. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est répéter l'expérience un grand nombre de fois. Vous comptez combien de fois il sort en haut, combien de fois il sort en bas, et vous déterminez la probabilité d'aller en haut ou d'aller en bas. Et vous voyez, tout de suite, vous touchez du doigt le fait que la mécanique quantique, tout ce qu'elle peut faire, c'est vous donner des probabilités. Puisque comme vous ne pouvez pas couper le photon en deux, il n'y a pas le choix. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Et puis, on va aussi être capable de mesurer les probabilités conjointes. C'est-à-dire qu'on va émettre une paire de photons nu1, nu2, et on va regarder la probabilité conjointe de sortir, par exemple, en +1 et en -1, ou en +1 et en +1. Donc là, je vous ai simplement décrit une expérience. J'ai deux photons, je mets des polariseurs et je regarde les probabilités. Maintenant, le coup de génie d'Einstein, Podolsky, Rosen et Bohm, parce que Bohm a apporté son grain de sel, je ne rentre pas dans les détails, mais il a apporté son grain de sel, c'est d'avoir compris que la physique quantique autorisait un état comme ça. Alors, je vais y passer une minute. XX, dont je ne décris que les degrés de polarisation. Je ne décris pas le mouvement, je suppose qu'il est décrit par ailleurs, etc. Donc, si j'avais deux photons que je note comme ça, XX, avec les fameuses notations de Dirac, l'axe X est ici, ce serait une paire de photons comme ça.
Et donc, vous voyez que si les deux polariseurs sont orientés comme ça, on aura plus 1, plus 1. Si j'avais une paire de photons YY, ça me décrit deux photons comme ça, je vais avoir moins 1, moins 1. Mais ce que Einstein, Podolsky et Rosen repèrent dans le formalisme quantique, toujours la même chose. J'ai un formalisme, je repère dedans des trucs intéressants. Ce qu'ils repèrent, c'est que si l'état XX est autorisé et si l'état YY est autorisé, eh bien l'état XX plus YY, lui aussi est autorisé. Et celui-là, il est tout à fait stupéfiant. Pourquoi? Parce que ceux d'entre vous qui ont le goût des mathématiques n'auront pas de mal à s'apercevoir que vous ne pouvez pas le factoriser. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le mettre sous forme d'un produit où le premier terme du produit décrirait le premier photon et le deuxième décrirait le deuxième. Il n'y a pas moyen de le mettre comme ça. Il faut garder sous la forme XX plus YY. Et quelque part, j'exagère un petit peu, mais quelque part, c'est aussi étonnant que le chat de Schrödinger, qui est à la fois vivant et mort, vous n'avez pas un état intermédiaire, si vous voulez. Eh bien, c'est un peu pareil. Et vous allez voir que ça a des conséquences considérables. Parce que à partir de cet état, vous faites le calcul des diverses probabilités. Normalement, c'est à votre portée au bout de quelques cours de physique quantique. Donc après, vous arrangez avec vos profs si vous n'y arrivez pas. Vous pouvez d'abord calculer les probabilités simples. Et les probabilités simples, c'est assez marrant parce que ça a l'air parfaitement aléatoire. Une probabilité de plus 1 ou de moins 1 vaut 1,5, quelle que soit l'orientation petit a. Même chose de l'autre côté. Mais si vous regardez les probabilités conjointes, alors là, c'est très intéressant. Parce que si vous prenez des directions parallèles pour les deux polariseurs, dont B et A, c'est la même direction, alors vous apercevez, en regardant les probabilités conjointes, que si vous avez plus 1 d'un côté, vous avez plus 1 de l'autre, et si vous avez moins 1 d'un côté, vous avez moins 1 de l'autre, mais vous n'avez jamais moins 1 plus 1 ou jamais plus 1 moins 1. Ce sont donc des résultats que l'on dit fortement corrélés. Et alors imaginez la situation. Vous avez un gars là-bas, il lance une pièce de monnaie. Un coup, il tombe sur pile, un coup, il tombe sur face. Là, il y en a un autre, un coup sur pile, un coup sur face. Vous regardez ici, vous avez l'impression que c'est parfaitement honnête. Les autres qui sont là-bas regardent, ça a l'air parfaitement honnête. Mais vous qui êtes de loin, vous observez et vous dites, c'est quand même bizarre. Quand lui a pile, l'autre a pile, et quand lui a face, l'autre a pile. À face, c'est ce que j'appelle un jeu de pile ou face truqué. Et quand j'ai un jeu de pile ou face truqué, je veux trouver le truc. Parce que je ne crois pas à la magie. Je veux trouver le truc. Donc, trouver le truc, ça veut dire trouver l'explication physique, trouver une image. Oui, parce que les gars qui aiment les maths disent « mais le truc, tu l'as déjà trouvé, tu as fait le calcul, ça t'a prédit ça, tu n'as pas besoin d'en savoir plus. » Oui, mais moi, j'aime les images. Donc, je veux trouver une image. Peut-on trouver une image associée au calcul? La réponse est non pour la raison suivante. Enfin, non si on prend la façon simple de faire le calcul. Parce que la façon simple de faire le calcul, donc pour ceux qui ont déjà des notions de physique quantique, c'est très simple. Vous prenez l'état dont j'ai parlé tout à l'heure, XX plus YY. Vous le projetez sur l'état propre associé au résultat plus 1 plus 1. Vous prenez le module carré et boum, vous avez le résultat. Donc vous voyez ici un demi de cosinus carré AB, si vous faites AB égale 0. Enfin bon, bref, les résultats que je vous ai décrits, ils sont parfaitement décrits comme ça. Le problème, c'est que ce calcul est fait dans un espace abstrait, qui est un espace produit tensoriel de la description du premier photon par l'espace décrivant le deuxième photon. C'est un espace mathématique abstrait, on est parfaitement à l'aise. Enfin, quand on a un peu pratiqué, on est parfaitement à l'aise dans cet espace. Mais par contre, on ne sait pas le plonger dans l'espace dans lequel nous vivons. Et donc, moi, je veux une image, parce que moi, j'ai une manip, j'ai une source ici, j'ai un détecteur là-bas, j'ai un détecteur de l'autre côté, j'ai envie de savoir ce qui se passe entre la source et mon détecteur. Bon, ok. Donc, je ne peux pas identifier les propriétés individuelles sur chaque photon, le problème est là. Et alors, j'aime beaucoup cette citation parce que H.R. Pérez a écrit un bouquin, mais parfaitement orthodoxe de physique quantique, plus copenhagien que lui, tu meurs. Il n'empêche qu'il écrit les phénomènes quantiques ne se produisent pas dans un espace de Hilbert, ils se produisent dans un vrai laboratoire. Et moi, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans le laboratoire. Je veux donc une interprétation dans l'espace réel. Et c'est là où Einstein dit, au lieu de vous obstiner à prétendre qu'on ne peut pas aller au-delà des probabilités, prenez un modèle très simple dans lequel les deux photons, dès le départ, ont une certaine probabilité qui va déterminer le résultat, et là, vous n'avez pas de mal à comprendre.
vous aurez des paires de photons qui, dès le départ, on sait dès le départ qu'elles vont donner plus 1, plus 1. Il y en a d'autres, on sait dès le départ qu'elles vont donner moins 1, moins 1. Voilà, c'est simple. C'est le même modèle que celui qu'utilisent les généticiens ou les médecins quand ils observent que deux jumeaux développent, d'abord on les mêmes, deux jumeaux vrais, hein, on a les mêmes couleurs d'yeux, ou développent la même pathologie à l'âge de 15 ans, ou etc. On dit, ben, c'est parce qu'ils ont les mêmes chromosomes. Donc, vous voyez, l'image, elle est sérieuse. Donc, Einstein conclut, pour comprendre d'une façon raisonnable ces corrélations, il y a une façon simple de faire, c'est d'admettre que dès le début, il y a un paramètre supplémentaire qui va déterminer le résultat de la mesure. Bon, c'est une image simple et convaincante, mais ça revient à introduire quelque chose en plus. Alors Einstein est content parce qu'Einstein pensait que quand vous avez une théorie probabiliste, c'est le signe qu'il y a quelque chose de plus précis en dessous. Ne pensez pas qu'Einstein n'aimait pas les probabilités. L'un de ses articles les plus magnifiques de 1905, c'est son article sur la description du mouvement brownien par des probabilités. Mais Einstein disait, une théorie ultime, ce n'est pas une théorie qui a des probabilités. Dans le mouvement brownien, je fais des statistiques, mais j'ai aucun doute que chaque particule a sa petite trajectoire. Donc, il dit, si vous voulez comprendre d'une façon raisonnable les corrélations que moi j'appelle aujourd'hui EPR, et ne les appelez pas comme ça, eh bien, il faut introduire des paramètres supplémentaires. Eh bien, Bohr n'est pas d'accord. Bohr n'est pas d'accord, et allez, je vais être obligé de dire quelque chose. Si vous lisez la réponse de Bohr à Einstein, autant l'article d'Einstein est d'une clarté certaine, autant l'article de Bohr, je l'ai lu 10 fois, 20 fois, 30 fois. Si vous trouvez qu'il est clair, écrivez-moi. Bohr a l'intuition que si vous acceptez de compléter le formalisme quantique, alors il va y avoir quelque chose qui ne va pas être cohérent là-dedans, ça va s'effondrer, mais honnêtement, son article ne le montre pas du tout. Alors je voudrais ici tordre le cou à quelque chose qui traîne partout, qui consiste à dire « Ah oui, mais Bohr a répondu de façon satisfaisante à Einstein, bon, pourquoi tu perds du temps à t'intéresser à ça ?» C'est ce qu'on me disait quand j'ai commencé ma thèse. Mais enfin, tu sais bien que Bohr a répondu à Einstein, pourquoi tu perds ton temps? Alors du coup, j'ai regardé l'histoire avec attention. Et d'ailleurs, il y avait la photo d'un petit livre là qui s'appelle Einstein et les révolutions quantiques, que vous pouvez acheter chez votre libraire favori pour 8 €, donc je vous encourage à le faire, et où je raconte tout ça. Vous avez la première discussion entre Bohr et Einstein, qui est en 1927 au congrès Solvay. Ça porte sur une particule unique, et la discussion, c'est de savoir si on peut déterminer la vitesse et la position mieux que ce qui est limité par les relations de Heisenberg. Vous avez tous entendu parler de ça. Einstein arrive avec des expériences de pensée en disant « Regarde Bohr, moi je peux arriver à mesurer mieux que Heisenberg, donc il y a un truc qui ne va pas dans ton formalisme. » Et à chaque fois, Bohr donnait une réponse convaincante. Donc, à la fin du congrès Solvay de 1927, il n'y a aucun doute, Einstein est battu à plate couture par Bohr. Et c'est pour ça qu'il revient en 1900. Il laisse tomber l'histoire des particules uniques, et c'est pour ça qu'il revient en 1935 avec deux particules. Et il arrive avec ce raisonnement-là. Et là, moi, je dis que vous pouvez être convaincu par Bohr si vous êtes déjà convaincu de la philosophie de Bohr. C'est autre chose. En 1927, il faisait un raisonnement impeccable sur lequel tous les physiciens peuvent se mettre d'accord. Mais en 1935, si vous êtes convaincu par la philosophie de Bohr qui, grosso modo, pour caricaturer, dit « vous n'avez pas le droit de parler d'une quantité que vous ne mesurez pas », grosso modo, c'est à la base de sa philosophie, c'est un peu plus élaboré que ça, mais ça revient à ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette philosophie, vous n'êtes pas convaincu par Bohr. Donc, voilà, on en est là. Les deux débattent jusqu'à la fin de leur vie. On a des documents. Lorsque Bohr est mort, on a trouvé le matin des notes manuscrites dans lesquelles il continuait à argumenter à propos de EPR, alors qu'Einstein était déjà mort depuis 7 ans. Mais il continuait à aligner des arguments pour contrer l'argument d'Einstein pour de sclérose. Alors ça, on pourrait se dire, un débat entre Bohr et Einstein, ça a dû focaliser l'attention. Pas du tout, personne n'a fait attention. Alors, pourquoi? D'abord parce que la mécanique quantique a cumulé les succès, je pense que c'est la raison principale, mais il y avait une deuxième raison qui, à mon avis, est tout aussi importante pour les gens qui faisaient l'effort de regarder, c'est qu'il n'y avait aucun débat sur la façon d'utiliser le formalisme.
Einstein utilisait le formalisme quantique comme tout le monde. Le débat portait sur la philosophie, sur l'interprétation, sur l'épistémologie, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc, le gars qui est complètement investi dans sa recherche, il fait des manips, il utilise la physique quantique, ça rend compte de ses manips, etc., il n'a pas de temps à perdre, entre guillemets, pour savoir qui de Bohr ou d'Einstein a raison pour l'interprétation, vu que de toute façon, ils sont d'accord sur le formalisme. Donc, il se dit, quand je serai vieux, à la retraite, tout ça, j'aurai le temps de réfléchir à l'épistémologie. Bon, voilà. Donc, voilà. Et puis, en 1964, John Bell arrive. Donc, vous voyez, on est quand même 29 ans après l'article Einstein, Podolsky et Rosen. Et là, eh bien, Bell va montrer qu'aucune théorie locale à variables supplémentaires, j'y reviendrai tout à l'heure, ou à paramètres supplémentaires, ce qui est dans l'esprit des idées d'Einstein, ne peut reproduire toutes les prédictions quantiques. Donc maintenant, on a un désaccord quantitatif entre le point de vue d'Einstein et certaines prédictions quantiques. Ni Bohr ni Einstein n'ont su ça. Eux, ils pensaient qu'ils étaient d'accord sur les résultats des calculs. Ce que Bell montre, c'est que, en fait, si on suit le point de vue d'Einstein, eh bien, il y a un moment où ça diverge des prédictions quantiques. Alors, je vous le fais. J'ai combien de temps? Je vous le fais rapidement. Non, mais je veux vous montrer que c'est tellement simple, le formalisme de Bell, qu'il n'y a pas de discussion. Je veux dire. Bell, il dit voilà, mes deux photons, ils partent avec une variable supplémentaire, lambda, c'est n'importe quel objet mathématique. Quand il arrive là-dessus, il faut que j'ai une fonction dichotomique, c'est-à-dire qui ne peut prendre que la valeur plus 1 ou moins 1, qui me dise si le photon va sortir en plus 1 ou en moins 1. Cette fonction, elle dépend de quoi? Bien sûr de lambda et puis de l'orientation du polariseur. Même chose, de l'autre côté, il a une fonction grand B qui me vaut plus 1 ou moins 1 et qui dépend de l'orientation et puis de la valeur de lambda. Et puis, ces lambda, ce n'est pas à tous les coups le même, naturellement. Il faut avoir de la statistique. Donc, un coup, c'est comme ça, un coup, c'est comme ça, un coup, c'est comme ça. Et donc, il faut une densité de probabilité ρ de lambda qui vous décrit la probabilité d'avoir tel ou tel lambda. Donc, c'est une fonction définie, positive, normée, etc. Et dès que vous savez ça, eh bien, vous pouvez calculer ce qu'on appelle le coefficient de corrélation, qui est la fonction de corrélation entre les résultats qui sont là. Et cette fonction de corrélation, par exemple, dans le cas que j'ai cité tout à l'heure, celui du jeu de face truqué, quand j'ai plus 1 ou moins 1, mais jamais les termes croisés, cette fonction de corrélation vaut 1, ça me dit qu'il y a corrélation totale. Bon, et puis après, quand il y a des angles, il y a des cosinus, il y a des choses comme ça. Alors, un premier modèle naïf, celui que les plus intéressés d'entre vous pourraient faire en rentrant dans leur piole, ça leur prendrait à peu près une demi-heure. Vous imaginez que les photons ont une polarisation dès le départ, vous arrivez sur un polariseur et vous vous dites, ah, maintenant, il faut que j'invente la fonction de réponse. Alors, la fonction de réponse, ce n'est pas très dur. La première idée, qui est la bonne idée, c'est si le photon est parallèle à l'axe du polariseur, ça sort en plus 1. S'il est perpendiculaire, ça sort en moins 1. Et s'il est entre les deux, on met la frontière à 45 degrés. Si c'est plus près de là-haut, c'est plus 1. Si c'est plus près du bas, c'est moins 1. Et la fonction qui est là, elle fait le boulot, le cosinus de 2 fois l'angle entre la direction du polariseur. Moyennant quoi, on a quand même un résultat extrêmement intéressant, c'est-à-dire la courbe rouge, là. Or, la prédiction quantique, c'est la courbe bleue. Alors, vous voyez, cette prédiction quantique, elle vous dit que quand les polariseurs sont à 0 degré, on a corrélation totale. Quand c'est à 90 degrés, on a corrélation totale aussi, et elle vaut moins 1, parce que quand j'ai plus 1 d'un côté, j'ai moins 1 de l'autre, mais comme j'ai croisé le moins 1 de l'autre, c'est comme ça aussi. Et puis, entre les deux, c'est ce que c'est. Bon, voilà, on a un cosinus. Et vous voyez que du premier coup, mon modèle hyper naïf, il n'est pas loin. Donc, c'est quand même, on se dit, ah ben chouette. Donc, on se dit, est-ce qu'il y a un meilleur modèle? Et c'est là qu'on a le théorème de Bell. Bell dit non, il n'y a pas de meilleur modèle. Bon. Donc, c'est ce que je vous ai déjà dit. Alors, en 2 mots, comment ça marche? Bell démontre que pour n'importe quelle théorie qui suit son formalisme, c'est-à-dire pas le formalisme particulier, le plus général, où j'ai une fonction grand A, une fonction grand B, une fonction ρ, eh bien, si je calcule les coefficients de corrélation pour 2 angles du premier côté, A et A', 2 angles du deuxième côté, B et B', dont j'ai 4 possibilités, je prends les coefficients de corrélation
je fais cette tambouille qui est là, c'est-à-dire j'en mets 3 avec un signe plus et le 4e avec un signe moins, eh bien, à partir du moment où j'ai réussi à calculer ces coefficients de corrélation, comme je l'ai montré tout à l'heure avec les grands A et les grands B et la moyenne dessus, cette quantité S ne peut pas être plus grande que 2 ou ne peut pas être plus petite que moins 2. Voilà le résultat de Bell. C'est ce qu'on appelle les inégalités de Bell. Alors, sous la forme inventée en 1969 par Clauser, Horn, Shimony et Holt, Clauser est récipiendaire du même prix Nobel que moi. Alors, la mécanique quantique, quand vous faites le calcul proprement, voyez avec vos profs, elle dit que le coefficient de corrélation vaut cosinus de 2AB. Alors là, accrochez-vous les gars, on va faire de la trigonométrie. Puis vachement dur. Hein. Imaginez que je prenne ces angles-là, pi sur 8, pi sur 8, pi sur 8. 2 fois pi sur 8 égale pi sur 4. Vous n'avez pas besoin de sortir vos calculettes. Cosinus de pi sur 4, vous devriez le savoir sans calculette, ça vaut 1 sur racine de 2. Donc vous avez 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Et attention, c'est là que c'est dur. Quand je prends AB' et que je double, le cosinus, il vaut moins 1 sur racine de 2. Et comme j'ai un signe moins ici, ça me fait encore un 1 sur racine de 2. C'est beau, non? Bon. Et le résultat, c'est que le S, calculé par la mécanique quantique pour ces directions-là, il vaut 2,8 des poussières. Or, si on croit que ces coefficients de corrélation peuvent être décrits par des lambdas à la Einstein, ça ne peut pas dépasser 2. Donc voilà, c'est ça le théorème de Bell. Le théorème de Bell dit, voilà un cas où les prédictions quantiques ne peuvent pas être simulées par une théorie avec des lambdas. Voilà le théorème de Bell. Et donc la possibilité de compléter la mécanique quantique en suivant le point de vue d'Einstein, ce n'est plus une question d'épistémologie, c'est devenu une question expérimentale. Ah, je ne résiste pas, vous me donnez 3 minutes de plus, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la démonstration la plus simple que je connaisse. Ce n'est pas la démonstration initiale, mais la plus simple que je connaisse du théorème de Bell. Vous pourrez la trouver dans ma thèse, que vous trouvez sur le web. Vous allez voir comme c'est difficile. Vous formez une quantité xy moins xy', etc., avec 4 nombres qui valent soit plus 1, soit moins 1. Vous factorisez, jusque-là ça va, c'est du niveau de la classe de 3e, mettons seconde. Okay, vous factorisez. Et là, vous considérez 2 possibilités, ou bien y égale y'. Dans ce cas-là, ça vaut 2, mais alors, ça vaut 0, si y vaut y', et ça vaut soit 2, soit moins 2. On est bien d'accord? Et si y égale moins y', ça vaut 0, et ça vaut soit 2, soit moins 2. Et donc, vous vous retrouvez avec un nombre qui vaut soit plus 2, soit moins 2. Alors après, vous allez combiner ces nombres, vous allez dire que x, c'est a de a, x', etc., etc. Vous prenez la moyenne, parce que pour avoir les fonctions de corrélation, il faut prendre la moyenne. Et quand vous prenez la moyenne de nombres qui valent soit plus 2, soit moins 2, la moyenne, elle ne peut pas aller au-delà de plus 2 et au-delà de moins 2. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas d'embrouille dans la démonstration. Bon. Donc, voilà, on a les inégalités de Bell, on a un beau conflit entre Einstein et le point de vue de la mécanique quantique. Donc, il faut quand même se poser une question, mais qu'est-ce qu'il faut mettre exactement comme ingrédient pour avoir la violation des inégalités de Bell? Alors, il faut mettre des paramètres communs pour décrire le résultat des corrélations. C'est ce qu'on appelle la vision réaliste locale du monde. Je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. C'est le point de vue d'Einstein. Mais Bell fait remarquer dans son article, et ça c'est important pour moi, ça a changé ma vie et c'est ça qui m'a amené à Stockholm, donc je vais quand même vous le dire. Il écrit, Bell, attention, dans mon formalisme, le résultat de la mesure ici n'a pas le droit de dépendre de l'orientation de l'autre polariseur qui est là-bas. Et de la même façon, le résultat de la mesure ici n'a pas le droit de dépendre du polariseur qui est là-bas. On va dire, quelle idée farfelue. Non mais attendez, on est quand même dans la physique fondamentale. Et si, pour comprendre l'intrication, il fallait imaginer une nouvelle interaction qu'on n'a pas encore découverte. Donc Bell vous dit, on ne peut pas exclure cette chose-là. Et là, il fait la remarque qui est celle qui a motivé le reste pour aller jusqu'à une dizaine d'années de ma vie.
La remarque, donc, vous voyez, pour démontrer les inégalités de Bell, il faut admettre que ça ne dépend pas de B, que ça ne dépend pas de A, et bien sûr que la façon dont les paires sont émises ne dépend pas de l'orientation des polariseurs. Donc, c'est une hypothèse qui a l'air raisonnable, Bell l'a fait, mais il dit quand même, après tout, attention, ce n'est qu'une hypothèse. Et il ajoute, mais si vous pouviez tourner les polariseurs pendant que les photons sont en train de se balader, à ce moment-là, le polariseur qui est ici et qui fait sa mesure n'a pas le temps d'être informé de l'orientation de l'autre qui est là-bas, parce qu'aucun signal ne peut aller plus vite que la lumière. Et donc, si vous arrivez à tourner assez vite les polariseurs, tourner assez vite, grosso modo, ça veut dire tourner pendant que les photons sont en train de se propager entre la source et l'arrivée, à ce moment-là, votre hypothèse de localité devient une conséquence de la relativité. Alors moi, j'adore ça parce que finalement, quand je lis ce que dit Bell, je dis « Ah, mais alors ça veut dire qu'on a un conflit entre la mécanique quantique et la totalité du point de vue d'Einstein. C'est-à-dire, d'une part, il faut compléter la mécanique quantique et d'autre part, quand même, la relativité. Rien ne va plus vite que la lumière. » Et donc, dans une expérience avec des polariseurs variables, on a le conflit complet entre la physique quantique et le point de vue d'Einstein. Alors je me dis, eh ben, je suis bon en optique, je vais arriver à tourner les polariseurs. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ah non, parce que moi, j'ai des messages qui m'arrivent là-dessus, mais vous les voyez pas, c'est bien. Donc, 3 générations d'expérience, les pionniers héroïques. Alors, Clauser et Friedman à Berkeley en 1972, Holt et Pipkin à Harvard en 1972. Figurez-vous qu'ils trouvent des résultats opposés. Clauser trouve la mécanique quantique et Pipkin trouve accord avec les inégalités de Bell. Donc Clauser s'y colle et refait l'expérience des autres. 2-3 ans plus tard, il trouve la mécanique quantique. Et puis alors, grosse surprise, Fry, qui se trouve dans Texas A&M University, au milieu, entre les deux, entre Berkeley et Harvard. Et puis A&M, ça veut dire Agriculture and Mechanics. Okay. Alors peut-être qu'il a cru que mécanique, ça voulait dire quantum mechanics, peut-être. Toujours est-il qu'il fait une manip. Sa manip est déjà un meilleur rapport signal sur bruit que les autres, mécanique quantique. Donc là, on est score 3-1 en faveur de la mécanique quantique. Mais ces expériences sont toutes assez différentes du schéma de principe que je vous ai présenté. Il y a des tas de biais, de contours, etc. Voilà, l'expérience de Clauser, bon, voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'en 1975, je m'embarque dans une série d'expériences à l'Institut d'optique dont le but ultime est de faire tourner les polariseurs pendant que ça se propage, mais ça va passer par la fabrication, le développement d'une source de photons intriquée d'une efficacité sans précédent, mais sans précédent, beaucoup d'ordre de grandeur, des schémas beaucoup plus proches de l'expérience idéale, et donc ce que j'appelle la mise en évidence de la non-localité quantique, c'est-à-dire le fait que ce qui compte, c'est l'orientation du polariseur au dernier moment. Ce n'est pas au départ, c'est à la fin. Jusqu'au dernier moment, on ne sait pas ce qu'on va avoir, et au dernier moment, tac, c'est l'orientation du polariseur qui est à la fin qui détermine le résultat. Bon, donc ça, c'est bon, voilà, c'est mes 2 expériences. Ça, c'est celle, vous pourrez me poser des questions si vous voulez, c'est celle où je allez, non, je vous le dis, je ne résiste pas quand même. Ça m'a valu un prix Nobel quand même. Donc, si pour le polariseur, c'est un gros bousin, parce qu'il n'y a pas que le polariseur, on fait du comptage de photons. Donc, on met derrière des photomultiplicateurs. Il ne faut pas que les photomultiplicateurs soient excités par les rayons cosmiques qui ont excité le toit du bâtiment. En plus, si vous êtes ici, probablement, il y a un peu de radioactivité qui traîne encore. Non, il ne faut pas le dire. Pardon, le directeur dit il ne faut pas le dire. Non, il n'y a pas de radioactivité qui traîne. Mais vous avez les rayons cosmiques qui arrivent sur le toit du bâtiment. Alors, donc, il faut blender les photomultiplicateurs avec plusieurs blendages, dont un en plomb qui fait bien 10 kg sur chacun des polariseurs, des photomultiplicateurs. Donc, vous avez un bousin qui fait 20 ou 30 kg, vous n'allez pas le tourner en quelques nanosecondes. Et donc, mon idée initiale, que j'ai publiée, j'ai bien fait la publier, parce qu'après, personne n'a contesté que c'était mon idée. C'est important, hein. Je mets ici un aiguillage qui est capable soit d'envoyer la lumière vers un premier polariseur dans l'orientation A, soit vers un deuxième polariseur dans l'orientation A'. Et si l'aiguillage est assez rapide, eh ben c'est équivalent à un seul polariseur qui va de A à A', de nouveau à A, de nouveau à A', etc. Même chose de l'autre côté. C'est ça, la 3e expérience, celle qui a mis en évidence. Et là, on a toujours eu violation des inégalités de Bell. Voilà. Donc c'est ça qui met en évidence la non-localité quantique.
Alors, il y a eu ensuite une troisième génération d'expériences, dont la mienne, elle se conclut en 82, et à la fin des années 80, les gens inventent de nouvelles sources de paires de photons intriqués. Alors, ma source était vachement meilleure que celle de Clauser, et celles-là, elles sont vachement meilleures que les miennes. L'idée clé est la suivante. Moi, j'avais un atome qui se désexcitait en mettant les photons dans toutes les directions de l'espace. Donc, j'attrapais ce que je pouvais d'un côté, ce que je pouvais de l'autre, je mettais des filtres, mais très souvent, il y avait un photon qui partait d'un côté, mais l'autre ne rentrait pas dans l'autre voie. Donc, je n'avais qu'une petite fraction des photons. Alors, j'émettais 1 million de paires par seconde et j'en récupérais 100 par seconde, ce qui était déjà largement suffisant pour faire des manips convaincantes. Parce qu'il n'y a que le bruit statistique qui compte. Donc 100 par seconde, je récupère 10 000 coups, j'ai déjà 1% de statistique. Mais n'empêche que j'en perdais beaucoup. Et surtout, ils partaient dans des directions mal contrôlées, donc il fallait que j'ai des grosses lentilles derrière, etc. Vers la fin des années 80, ils ont une très bonne idée. Ils disent, prenons un photon ultraviolet, mettons-le sur un cristal non linéaire, et ce photon ultraviolet, dans certaines conditions, il peut se couper en deux. Ça s'appelle la division paramétrique. Donc, vous avez un photon ultraviolet qui se coupe en deux photons. La somme des énergies des deux photons est égale à l'énergie du photon de départ. Et ce qu'il y a de beau quand vous faites une expérience comme ça, quand vous faites de l'optique non linéaire, c'est qu'il y a des conditions qui s'appellent des conditions d'accord de phase. Donc, quand vos profs vous enseignent la condition d'accord de phase, dites-vous que c'est important. Voilà. Donc, la condition d'accord de phase, elle fait que les deux photons ne vont pas être émis dans n'importe quelle direction, mais ils vont être émis dans des directions très bien définies. Du coup, quand ce photon est émis dans une direction très bien définie, je peux l'attraper et l'injecter dans une fibre optique. Et l'autre, pareil, je l'attrape, je l'injecte dans une fibre optique. Et après, vous êtes les rois du pétrole, parce que vous pouvez avoir une fibre de 200 mètres d'un côté, 200 mètres de l'autre, et vous avez tout le temps pour tourner les polariseurs. C'est ce qu'a fait Zeilinger en 1998 avec son étudiant Greg Weiss. Il a réussi à faire une manip comme ça, où il a tout le temps. Il a le temps de quoi? Il a le temps de lancer un générateur de nombres aléatoires et de tourner la polarisation, parce qu'il a plein de temps, donc il n'est plus obligé comme moi de switcher comme un fou. Il a le temps de mettre un générateur de nombres aléatoires et de tourner. Et il trouve, comme moi, violation des inégalités de Bell et accord avec la mécanique quantique. Alors, dans le genre, j'injecte dans les fibres optiques, il y a une deuxième manip en 98 que j'adore. C'est Nicolas Gisin. Il arrive à détourner le réseau commercial de télécommunications suisses, de fibres optiques des télécommunications suisses. La nuit, probablement que la nuit, ils n'utilisent pas trop, je ne sais pas, ils dorment les Suisses, peut-être, la nuit, allez savoir. Et donc, toujours est-il que Nicolas Gisin, il injecte ses photons intriqués à Cornavin, qui est au milieu de Genève, ceux qui connaissent Genève le savent, et puis il va observer à Bernex d'un côté, à Bellevue de l'autre. Il y a, je ne sais pas combien de kilomètres, mais il y en a beaucoup, une dizaine de kilomètres, quelque chose comme ça. Et il observe toujours la corrélation de polarisation prévue par la mécanique quantique et il viole les inégalités de Bell. Donc la conclusion, c'est que le réalisme local. Alors sachez que Zhang Weipan, un Chinois, a vérifié à 1200 km. Alors à 1200 km, vous ne pouvez pas le faire avec des fibres optiques, parce que la fibre optique, au bout de 100 km, elle a quand même pas mal atténué les choses. Alors il a lancé un satellite, enfin il a fait lancer un satellite, il a mis une source de photons intriqués dans le satellite, et les photons intriqués traversent essentiellement du vide, il n'y a que les 10 derniers kilomètres d'atmosphère où bon, il y a l'atmosphère, et il a deux stations de réception à 1200 km l'une de l'autre, et il viole les inégalités de Bell. Voilà. On y reviendra. Conclusion, il faut rejeter la vision du monde d'Einstein. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on demande à Einstein. Alors, vous allez le dire, là, Aspect, il est en train de débloquer. Parce qu'il dit qu'Einstein a tort, et maintenant, il pose la question à Einstein. Eh bien, Einstein avait fait un raisonnement par l'absurde. Il avait dit, si je n'avais pas raison, voilà ce que vous devriez avaler. Alors, il pensait que c'était tellement incroyable ce qu'on devait avaler qu'il pensait que ça prouvait qu'il avait raison. Eh bien, non, on sait qu'il faut l'avaler. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Einstein? C'est vraiment une traduction de ce qu'a écrit Einstein. Hein. Soit abandonner l'indépendance des réalités physiques présentes dans des volumes distants, soit accepter que la mesure sur le premier système modifie instantanément la situation réelle de l'autre. Alors, je vous explique. La vision du monde d'Einstein, c'est
je remue les mains dans l'espace-temps ici, d'accord? Position et temps. Alors, quand j'ai un volume fini d'espace-temps, le système qui est dans ce volume fini d'espace-temps a un certain nombre de paramètres qu'Einstein appelle sa réalité physique. Et si on connaît tous ces paramètres, on peut savoir quel sera le résultat de n'importe quelle mesure qu'on fera sur le système, et on pourra même prédire l'évolution future. Ça servira de condition initiale pour n'importe quelle équation d'évolution. Donc, quand j'ai deux systèmes, ben, j'ai mes deux systèmes qui sont là, et Einstein dit, comme ils sont séparés dans l'espace-temps, eh bien, j'ai... Vous voyez toujours pas, parce que moi, j'ai des tas de trucs qui arrivent là. Donc, Einstein dit, vous avez les deux systèmes séparés. C'est ça le coup de génie d'Einstein, hein, Einstein, Podolsky et Rosen. C'est d'avoir imaginé que cette propriété d'intrication, elle restait valable à distance, au-delà, pour des systèmes séparés au sens relativiste du terme. Donc il dit les deux systèmes sont séparés, et bien la réalité physique de l'ensemble, ce n'est pas autre chose que la somme de la réalité physique du premier et de la réalité physique du second. Alors, il dit, ben, si j'avais pas raison, il faudrait abandonner cette idée. Il faudrait se dire que le tout, c'est pas la même chose que la somme des parties, et pourtant j'ai décrit la totalité de ce qu'il y avait dans chaque partie. C'est une idée qui n'a rien à voir avec la physique classique, ça. Hein, donc c'est bon. Alors il dit, vous avez une autre façon de voir si j'avais pas raison. Vous pourriez dire que quand je fais la mesure sur le premier système, eh ben, ça modifie instantanément le second. C'est ce qu'on appelle la non-localité quantique. Donc, il faut avaler ou le premier truc qu'on appelle le holisme quantique, c'est-à-dire le fait que le tout, c'est vraiment nettement plus que la somme des parties, ou bien la non-localité quantique. C'est un peu équivalent, mais pas vraiment. Vous verrez pourquoi. Donc, le holisme, les propriétés de l'ampère sont plus, la non-localité, etc. Je vous l'ai déjà dit. Donc, passons. Alors, cette fameuse non-localité quantique, que moi, j'aime beaucoup. Je ne dis pas qu'il y a non-localité quantique. Je dis que moi, j'ai une image de non-localité quantique tirée de tout ce truc-là, puis j'ai réfléchi pendant quelques années au sujet, et je trouve que ça me donne une image utile qui est très utile pour mon intuition. Alors, je vais essayer de vous en convaincre. Alors, d'abord, cette non-localité quantique, je peux quand même la tirer d'un calcul quantique. Alors, c'est un calcul qui est tout à fait orthodoxe, comme on dit, Cohen-Tanucci approved. Okay, je veux dire que je prends uniquement les postulats qui sont dans le livre de Cohen-Tanucci, Dieu et Laloé. Hein, et Claude m'a déjà vu plusieurs fois faire mon baratin, il n'a pas protesté. Donc c'est un calcul parfaitement orthodoxe, mais un peu plus compliqué que le calcul que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est-à-dire, pour pouvoir venir dans mon espace réel, je vais le couper en deux. Je vais donc, j'ai déjà passé mon temps largement, là, les organisateurs, ou pas? Bon. Oui, mais moi, à 20h, il faut que je sois parti. Même à 19h45, il faut que je sois parti. Ouais. Donc, je vous fais l'image de la non-localité. Donc, je suppose que ce polariseur est un peu plus près de la source que l'autre. Donc, je fais d'abord une mesure là-dessus. Et je sais, j'ai fait le calcul, que je peux avoir soit plus 1, soit moins 1. Alors, j'ai mis mon polariseur suivant X. Hein, donc, si j'ai plus 1, c'est la polarisation X. Et si j'ai moins 1, j'ai la polarisation Y. Alors, après, qu'est-ce que je fais? Je consulte la Bible. Dans la Bible, pour moi, l'Ancien Testament, c'est Cohen-Tanucci, Dieu et Laloé. D'accord? Donc, je consulte l'Ancien Testament et je vois que j'ai le postulat de projection qui dit que juste après cette mesure, je dois projeter le vecteur d'état initial sur le sous-espace propre associé à ce résultat. Je le fais, je vous passe les détails, et boum, je trouve XX. Si j'avais trouvé Y, quand je fais le postulat de projection, boum, j'ai YY. Donc vous voyez ce qui se passe. Si j'ai trouvé plus 1 qui est associé à X, instantanément, l'autre, il est X. Et à ce moment-là, je ne suis pas étonné d'avoir plus 1, plus 1. Et si j'ai trouvé moins 1, instantanément, l'autre est Y, et je ne suis pas étonné de trouver moins 1, moins 1. Donc, j'ai une image qui me permet de décrire ce qui se passe. Donc, après, je peux vous faire les cosinus et tout, mais vous en fichez. Et donc, on a une image dans l'espace réel maintenant, puisque j'ai décrit, hein, j'ai dit je suis là, je pars, je vais là-bas, je vais ici, qui donne le même résultat que le calcul que j'avais fait dans l'espace abstrait. Donc, je suis content. Pas tout à fait. Parce que cette image dans l'espace réel qui donne le même résultat que le calcul dans un espace abstrait, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas pour Einstein. Parce que jusqu'au moment de la mesure sur nuage, j'insiste là-dessus parce que c'est ça qui est important pour les technologies derrière.
Jusqu'au dernier moment, je peux obtenir aussi bien plus 1 que moins 1. Mais si j'ai plus 1, tac, j'ai plus 1. Et si j'ai moins 1, tac, j'ai moins 1. Alors vous allez me dire, mais non, c'était dès le départ. Et non, si c'était dès le départ, dans ma manip, on n'aurait pas trouvé la physique quantique. C'est pour ça que je dis que ma manip a montré la non-localité quantique. Donc, c'est quand même bizarre, parce que la mesure du premier côté a l'air d'influencer instantanément ce que vous avez de l'autre côté. Eh bien, c'est ça, la non-localité quantique, il faut vivre avec. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez dire, non, non, moi je fais que les calculs et je ne veux pas savoir. Ça s'appelle l'école Shut Up and Calculate. Taisez-vous et calculez. Bon, alors pourquoi, dans les 5 minutes qui me restent, pourquoi elle est importante, cette image? Ben, je vais vous parler d'une application de l'intrication qui est la cryptographie quantique par la méthode de Eckert. Alors, qu'est-ce que c'est la méthode de cryptographie quantique? D'abord, qu'est-ce que c'est que la cryptographie par one-time pad? Ça, c'est de la crypto classique. Le one-time pad, ça a été inventé par Shannon et qui a démontré la sécurité absolue. L'idée est la suivante. Alice et Bob, qui veulent communiquer et qui ne veulent pas que l'espion qui s'appelle Eve, parce que les Américains appellent ça un eavesdropper, les grandes oreilles, celui qui écoute aux portes. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Eve et pas pour des raisons que vous pouvez imaginer. C'est pas parce que les femmes sont mauvaises, en d'autres termes. Alice et Bob veulent communiquer. C'est pas de ma faute, hein. Dans tous les articles sur le sujet, il y a Alice, Bob et Eve. Donc c'est comme ça. Donc Alice et Bob peuvent communiquer en toute sécurité s'ils ont 2 copies strictement identiques d'une série aléatoire de 1 et de 0. Alice utilise ça pour coder, Bob utilisait la même chose pour décoder, et la sécurité est absolue à une condition, c'est que le message ne soit pas plus long que la clé. Parce que si le message est plus long que la clé, les cryptographes adverses, les cryptographes sont des gens fantastiques. En maths, c'est des génies des mathématiques appliquées, ces gens-là. Donc, ils vont repérer certaines périodicités. Dès l'instant où ils ont repéré des périodicités, ils vont être capables de décoder. Donc, voilà pourquoi il faut que la série ici soit plus longue que le message que vous voulez envoyer. Donc, le problème, c'est de distribuer à Alice et Bob, qui sont loin l'un de l'autre, de leur distribuer une série aléatoire de 1 et de 0. Eh bien, les photons intriqués, ça s'appelle Quantum Key Distribution, QKD. Eh bien, les photons intriqués vont faire le boulot. Ça, c'est les sources modernes avec le photon coupé en deux, là, etc. Vous en envoyez un d'un côté, l'autre de l'autre. Alice et Bob jouent avec leur direction, et de temps en temps, ils ont pris la même direction. Et quand ils ont pris la même direction, j'insiste encore une fois, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas s'ils vont avoir plus 1 ou moins 1. Mais s'ils ont plus 1, l'autre a plus 1. S'ils ont moins 1, l'autre a moins 1. Quand ils ont fini, ils communiquent par radio publique. Alice dit, au premier coup, j'étais orienté comme ça. Au deuxième coup, j'étais orienté comme ça. Et Bob lui dit, bon, c'est bon, on prend le coup 2, 5, 8, etc. Parce que Bob, lui, voit bien à quel moment ils ont pris les mêmes directions. Et comme ça, il détermine les clés identiques. Alors, pourquoi est-ce que cette sécurité est absolue? Pourquoi est-ce que cette sécurité repose sur les lois fondamentales de la physique quantique et non pas, comme les sécurités connues jusqu'à présent, sur l'hypothèse que votre adversaire n'a pas un théorème mathématique dont vous ne disposez pas? Vous savez que les clés de codage actuelles reposent sur le fait que pour factoriser des grands nombres, ça prend un temps très long. Oui, mais qui prouve qu'il n'y a pas un gars avec un théorème mathématique qui sait factoriser beaucoup plus vite? Il n'y a aucune preuve. Ou bien que votre adversaire, il a des ordinateurs 1000 fois plus puissants que vous, et lui, il peut décoder. Tandis qu'avec la distribution de clés quantiques, la sécurité repose sur les lois fondamentales de la physique quantique. Alors, je vous en donne une petite idée, puis après, les vraies démonstrations sont plus lourdes. Si vous acceptez avec moi que jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si ça va être plus 1 ou moins 1, eh bien, circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à espionner pour l'espion. La clé n'est créée qu'au dernier moment. Donc, vous voyez comment mon image de non-localité quantique, instantanément, elle me permet de comprendre la puissance de la méthode. Alors après, on peut discuter, oui, s'il est astucieux, qui prend le photon, qui le renvoie, il va violer les inégalités, il va ne pas violer les inégalités de Bell. Je peux vous raconter ça. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans l'image de la non-localité, c'est qu'instantanément, boum, je dis, ah, ça doit être une bonne méthode. Voilà.
Donc, on y va, on continue. Ah ben tiens, ça, c'est l'expérience de Jian Weipan. Donc, Jian Weipan, il a fait de la cryptographie, parce que pour les Chinois, c'est important la sécurité, hein, bien sûr. Eux, ils espionnent tout le monde, mais ils veulent, mais ils veulent pas ils veulent pas qu'on les espionne. Donc, il a fait de la cryptographie quantique à 1200 km. Tout le monde espionne tout le monde, hein, je vous rassure. Les grandes oreilles américaines, elles nous espionnent aussi tout le temps. Hein. Donc, démontré à grande distance. Donc, la seconde révolution quantique a deux concepts. Alors, l'intrication, ceux qui n'ont pas compris que je parlais de l'intrication jusque-là, c'est qu'ils dormaient, hein, d'accord? Donc, l'intrication, vous avez compris, c'est important, c'est à la base de la seconde révolution quantique, mais il y a un deuxième élément qui est tout aussi important, et en particulier pour les gens de ma génération, c'est le fait que, à partir des années 1970, moi j'avais déjà fini mes études, à partir des années 1970, on est devenu capable d'observer, d'isoler, de manipuler des objets quantiques individuels. Jusqu'à 1970, les manips de physique quantique, ça consistait grosso modo, vous aviez une ampoule avec des atomes de sodium, vous éclairez avec de la lumière et vous regardez la lumière de fluorescence. Donc, c'est un calcul sur un grand ensemble d'objets quantiques, donc une manip sur un grand ensemble. Et vous voyez bien qu'à ce moment-là, le fait qu'on ait des probabilités, ce n'est pas très gênant. Si par construction, la physique quantique ne peut décrire que des grands ensembles, eh bien, le formalisme donne des prédictions probabilistes, très bien. À partir de 1970, M. Demelt devient capable de piéger un seul électron, de le garder plusieurs semaines et de l'observer. On devient capable de piéger un seul ion, d'envoyer de la lumière dessus, d'observer la lumière fluorescence. Un seul. Don Higler est capable, avec un microscope à force atomique, de déplacer individuellement les atomes sur la surface d'un cristal, etc. On émet des photons uniques, etc., etc. Ça, c'est les photons uniques de Serge Haroche. Et tout ça, c'est la même chose. Ça, ben, c'était mes paires de photons. Mes paires de photons, elles étaient une par une. Parce que pour voir l'intrication, il faut que vous attrapiez les deux photons de la même paire. Donc, il faut être capable de voir les paires l'une après l'autre. Cette paire est un objet quantique unique. Donc, ça, c'est le deuxième ingrédient de la deuxième révolution quantique, c'est le fait d'être capable de travailler avec des objets quantiques uniques et éventuellement de les faire interagir, de les reséparer. Alors, les applications en deux mots, c'est une école d'ingénieurs hein, ici. Donc, les applications en deux mots, les communications quantiques avec la cryptographie quantique et la téléportation. Alors, attention, hein, s'il y en a qui connaissent Star Trek, la téléportation, ce n'est pas Star Trek, mais c'est un truc qui est aussi fabuleux que ça pour les physiciens. J'ai un état quantique ici, j'ai un objet avec un état quantique ici, je ne peux pas connaître cet état. Ça fait partie des formalismes de base de la physique quantique. Tout ce que je peux connaître, c'est une projection, mais pas la totalité de l'état. Mais bien que je ne puisse pas le connaître, par la téléportation quantique, je peux coller cet état sur un autre objet qui est là-bas. Pourquoi c'est important? Parce que si j'ai un ordinateur quantique ici, qui me sort un résultat sous forme d'un état quantique, et que je veux utiliser ça pour continuer le calcul avec un deuxième calculateur ou une deuxième carte, ce que vous voulez, eh bien, j'ai tout intérêt à être capable de transférer directement le premier état quantique sur le deuxième. Donc, la téléportation quantique, ça fait aussi partie des communications. Ça marche à peu près, hein, tout ça. La cryptographie marche, la téléportation marche à peu près. Les ordinateurs quantiques, on pourrait en discuter. Ça progresse tous les jours. Ce n'est pas encore arrivé. Hein. Alors, il y a les ordinateurs imparfaits, les ordinateurs parfaits, les codes de correction d'erreurs. C'est un boulot, c'est un travail immense dans le monde entier. Tout le monde s'excite là-dessus. On dépense des milliards hein, là, sur le sujet. J'espère avoir la réponse avant de mourir, mais ce n'est pas sûr. Mais je suis vieux. Vous la connaîtrez sûrement. C'est-à-dire, est-ce que l'ordinateur quantique tiendra toutes ses promesses? J'ai aucun argument pour dire qu'il ne les tiendra pas, puis il les tiendra. Il n'y a aucune loi physique fondamentale qui dise que ce n'est pas possible. Et moi, j'ai tendance à penser que quand aucune loi physique fondamentale dit que c'est impossible, tôt ou tard, les ingénieurs y arrivent. Exemple, détection des ondes gravitationnelles. Je peux vous dire que j'étais dans les comités qui, dans les années 80, ont décidé de construire les interféromètres à ondes gravitationnelles. J'aurais pu vous dire un peu la même chose. Je ne suis pas sûr que je verrai ça de mon vivant. Eh bien, on l'a vu. Parce qu'à partir du moment... Mais l'argument pour dire... Parce que notre comité a dû dire qu'il faut mettre de l'argent dessus. C'était Curiel, le ministre, à l'époque. Et donc, on a dit, oui, on a donné l'avis, il faut mettre de l'argent dessus. Moi, mon argument, c'était, il n'y a aucune loi qui dit que ça ne peut pas marcher.
Donc, il faut y aller, on verra bien. Voilà, et ça a marché. Donc, l'ordinateur quantique, j'ai tendance à être dans la même chose, mais ne me faites pas dire plus que ça. La métrologie quantique, ça marche très bien. Ici, vous avez un gravimètre qui mesure la gravité en permanence avec des atomes ultra froids et des interféromètres atomiques. Ça fonctionne sur les flancs des volcans en permanence, parce qu'on essaye de corréler les fluctuations de gravité avec les éruptions. Et si on arrive à prévoir les éruptions, vous voyez que c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, ah oui, alors important surtout pour ceux qui sont sensibles aux problèmes de la planète, et je pense que parmi vous, c'est une immense majorité. L'avantage quantique, il va se manifester comment? Tout le monde parle en disant on va avoir des puissances de calcul phénoménales. Mais il y a un autre point de vue. Il se pourrait bien que l'ordinateur quantique soit capable de faire les mêmes calculs que les gros calculs que vous pouvez faire avec les gros centres de calcul en dépensant beaucoup moins d'énergie. Vous voyez que c'est un point de vue qui n'est pas inintéressant. Choisissez celui que vous préférez. Personne ne peut répondre avec certitude, mais beaucoup y croient. Donc vous avez tous les États, les régions, l'Europe, la France, l'Île-de-France, tout ça qui mettent de l'argent. Les grandes compagnies qui ont des poches pleines, dont Microsoft, Google, IBM, etc., Amazon, qui mettent beaucoup d'argent. Atos qui n'a pas les poches pleines, mais quand même de l'argent dedans. Ils ont un département de quantique et qui continue à fonctionner. Ils l'ont pas supprimé, donc chapeau à Atos. Et puis, alors, toute la pléiade de start-up. Alors, je précise que j'ai un conflit d'intérêts parce que je suis membre fondateur de CELDA, puis je suis dans les conseils scientifiques de beaucoup d'entre elles, mais c'est juste parce que ça m'amuse, quoi. Voilà. Ce sont des perspectives fascinantes. Il faut que je vous dise que ces manips, les 2 dernières années de mes manips, dont à partir de 80, j'ai 2 étudiants de master, des gars comme vous, là, qui sont arrivés dans mon labo pour participer aux manips. Et ben, ils s'en sont bien trouvés. Alors, j'avais 2 ingénieurs formidables, un ingénieur mécanicien et opticien et un ingénieur électronicien. Et puis, les 2 jeunes étudiants qui sont arrivés là, ben, ils ont fait leur chemin. L'un, c'est Jean Dalibard, vous en avez déjà entendu parler. Vous pouvez aller suivre ses cours au Collège de France. Hein. L'autre, c'est Philippe Grangier, qui a fait une carrière formidable en optique quantique, qui a inventé des méthodes de cryptographie quantique, etc. Voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de chance qu'ils viennent me rejoindre. Ils étaient vraiment particulièrement doués. Ça a été un plaisir de travailler avec eux sur les 2 dernières années. Et puis voilà. Et du coup, eh bien, on s'est tous retrouvés à Stockholm, habillés en pingouin. Vous voyez, si un jour vous allez à Stockholm, il faut s'habiller en pingouin. C'est normal, il fait froid là-bas. Voilà. Je vous remercie. Si vous regardez bien ce qui est écrit là, vous avez la réponse à la question que parfois on me pose. Quand est-ce qu'on sait qu'on a le prix Nobel? Ben, la réponse est là. Il est 11h24. Je suis dans une réunion à l'Académie des sciences. Par hasard, je suis à côté de Serge Haroche et de Jean Dalibard. Bon, il est 11h24 et la secrétaire de direction de l'Institut d'optique m'envoie un SMS en disant « Je viens d'avoir un appel de Stockholm. Elle ne veut pas me dire de quoi il s'agit, mais que c'est extrêmement urgent. Elle veut votre portable. » Je peux lui donner? Réponse, vous voyez, aussi vite que la lumière, oui, bien sûr. Et à 11h39, le résultat est annoncé sur le web. Donc, je l'ai appris 15 minutes, ça fait 15, 39 moins 24, oui, c'est ça. Je l'ai appris 15 minutes avant. Donc, c'est vraiment, c'est pas du baratin. On n'a aucune indication qu'on va avoir. En tout cas, moi. Peut-être qu'il y en a qui l'ont, mais moi, je n'ai pas eu. Voilà. Donc, pas besoin de me poser la question, vous avez déjà la réponse. Vous pouvez poser d'autres questions. Donc, on n'a pas beaucoup de temps si on veut prendre un petit pot avec Alain. Une ou deux questions qui se lancent. Vraiment une ou deux. Marche, il Ouais, marche. Merci pour votre conférence déjà. J'avais une question sur votre expérience. Donc, vous avez dit que vous utilisez des aiguillages. Comment fait tourner un aiguillage plus vite qu'un photon? Alors, plus vite qu'un photon, c'est une question vague. Je vais interagir dans un milieu qui est un milieu acousto-optique. Donc, en fait, je l'ai construit moi-même. J'ai 2 ondes acoustiques face à face dans un milieu où il y a de l'eau et ça me fabrique une onde stationnaire. Une onde, ça fait des nœuds et des ventres, donc des nœuds et des ventres d'indice de réfraction, de pression, donc d'indice de réfraction. Et je vais faire une diffraction de Bragg dessus. Donc, à la diffraction de Bragg, on défléchit la totalité du faisceau. Si on règle bien ces trucs, l'angle et tout, on défléchit, on diffracte la totalité du faisceau dans l'ordre +1.
Mais ça, c'est quand l'onde stationnaire est au maximum. Un quart de période plus tard, une onde stationnaire, c'est plat. Donc là, il n'y a plus aucune modulation d'indice. Donc ça va tout droit. Un quart de période plus tard, de nouveau, vous avez diffraction de Bragg. Et quand vous faites les calculs, alors il y a un moment où il faut être un peu sérieux, il y a un peu de technique en physique. Quand vous faites le calcul complet, vous avez un miracle, qui est qu'il y a des fonctions de Bessel là-dedans, et qui fait que la commutation entre les deux côtés est relativement carrée, parce qu'il y a des fonctions de Bessel, et vous faites bien le calcul. Et donc, vous avez, pendant un quart de période, vous allez comme ça, pendant le quart de période suivant, vous allez comme ça, et bien sûr, il y a un temps de transition, mais il n'est pas très long. Et ce qui compte, c'est que vaut cette transition, ou que veut ce temps par rapport au temps que le photon passe dans l'onde. Et le temps que le photon passe dans l'onde, c'est quelques centimètres, c'est une fraction d'un nanoseconde. Alors, je dois dire quand même, parce que je le fais toujours, je rends hommage à mon professeur de terminale, parce que quand j'ai eu l'idée de ça, j'ai vraiment vu l'expérience qu'il nous avait faite, celle de la corde de Meld. J'avais ça dans ma tête encore. Et la corde de Meld, qui est la démonstration des ondes stationnelles, stroboscopée. Et donc, vous voyez la corde comme ça. Un quart de période plus tard, elle est comme ça. Un quart de période plus tard, elle est comme ça. J'ai eu cette vision, j'ai dit, parce qu'il y a une autre façon de faire. Vous pouvez interagir avec une onde progressive. Alors pareil, vous mettez une onde progressive, vous mettez à Bragg, vous diffractez. Vous coupez l'onde progressive. Et là, le temps qui compte, c'est le temps de propagation de l'onde sonore à travers votre faisceau. Et ça, c'est trop long. J'avais d'abord essayé ça. Et ça, c'était trop long. Et d'un seul coup, j'ai eu la vision de l'onde stationnaire. J'ai dit, on va prendre l'onde stationnaire. Voilà. Et il faut toujours écouter ses profs de terminale. Deuxième. Parle dedans et ça va marcher. D'accord. Tout d'abord, merci beaucoup pour la conférence. Je voulais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout au début, que vous ne parliez que de cette... Ne marmonne pas. Pardon. Voilà. Voilà. Oui, en effet. Ah bah, voilà. Merci pour la conférence. voilà. Je voulais revenir sur quelque chose que vous aviez dit au début, qui était que vous parliez essentiellement en conférence de cette expérience-là. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement des expériences que vous avez faites les 30 années suivantes? Avec un immense plaisir. Avec un immense plaisir. D'abord, on a recyclé cette source pour être capable d'émettre les photons un par un. Et l'idée, c'est ce qu'on appelle des photons annoncés, Heralded Signal Photon Source. Aujourd'hui, il y en a plein. L'idée est la suivante. Comme j'ai une paire de photons, si je repère le premier photon, sachant que la durée de vie de mon état intermédiaire dans mon atome est de quelques nanosecondes, pendant les 10 nanosecondes qui suivent, j'ai toutes les chances d'avoir un photon et un seul et de ne pas en avoir venant d'ailleurs. Et avec ce photon unique, Philippe Grangier, dans sa thèse d'état, a fait une démonstration directe de la dualité onde-particule pour le photon. Non, personne n'avait jamais démontré directement la dualité onde-particule pour un seul photon, parce que la manip consistait à faire la chose suivante. Vous envoyez votre photon unique sur une lame semi-réfléchissante et vous démontrez qu'il va soit d'un côté, soit de l'autre en mettant deux détecteurs et en voyant qu'il n'y a jamais de coïncidence. Ceci étant fait, on enlève les deux détecteurs, on met deux miroirs, on recombine les faisceaux et à ce moment-là, on voit qu'il y a une interférence. En changeant la différence de marche, on regarde les probabilités. Donc vous avez la même source qui envoie des photons uniques. Dans la première manip, le photon unique il va soit d'un côté, soit de l'autre. Et dans la deuxième manip, eh bien, le photon unique, il passe des deux côtés à la fois. Sinon, vous ne verriez pas d'interférence. Donc c'est le premier truc. Après, je suis parti avec Christophe Salomon et Jean Dalibard dans le groupe que Claude Cohen-Tanucci montait. On était en 1985-86. Claude Cohen-Tanucci avait compris que le refroidissement d'atomes par laser, c'est-à-dire la manipulation des atomes avec des lasers, était un sujet en émergence. Il avait envie de sauter dedans. Il m'a invité à venir le rejoindre. Jean Dalibard était là. Christophe Salomon est venu nous rejoindre. Et nous avons été les mousquetaires, Jean, Christophe et moi, de Claude Cohen-Tanucci. Et on a fait un certain nombre de manips qui ont abouti au prix Nobel 1997. Claude Cohen-Tanucci a reçu le prix Nobel 1997. Et nous étions tous les trois, Jean, Christophe et moi, en pingouin déjà. Donc je connaissais le coup du pingouin. Voilà. Et donc, parmi les choses qui ont été faites, une manip sur laquelle j'ai plus particulièrement travaillé est une manip dans laquelle, avec un seul atome,
il était une superposition d'états quantiques. Il y en avait un qui était détecté d'un côté, enfin une des pattes de l'état qui était détectée d'un côté, une des pattes qui était détectée de l'autre, et c'était à plusieurs centimètres de distance. J'étais toujours fasciné par des phénomènes quantiques. Après, je suis revenu à l'Institut d'optique. Au départ, j'étais à l'Institut d'optique. J'ai passé quelques années très heureuses à l'école normale. Je suis revenu à l'Institut d'optique pour monter un groupe que j'ai appelé optique atomique. Pourquoi? Parce que j'ai pris mes deux amours, les photons et les atomes, et j'ai travaillé avec les deux. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais faire de l'optique avec des atomes. Donc la première chose qu'on a faite, c'était de l'optique géométrique. L'optique géométrique avec les atomes, c'est quoi? Ben, c'est les trajectoires. On les faisait rebondir sur des miroirs à atomes, des choses comme ça. Après, vous avez l'optique ondulatoire, vous faites des interférences et de la diffraction. Et après, vous faites l'optique quantique. On a réussi à travailler avec des atomes qui sont tels que quand ils arrivent sur un multiplicateur d'électrons, ils émettent un électron et un seul, qui ensuite est amplifié. Non, hein, ça. Ensuite, ils sont impliqués. Jetez-le par terre et piétinez-le. Il n'y a que ça. Donc, ça y est, on ne touche plus. Hein, bon. Donc, votre atome, vous pouvez le détecter un par un. Or, l'optique quantique, qui est née dans les années 1950 et qui a émergé progressivement, est basée sur le fait qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on est devenu capable de détecter les photons un par un avec des photomultiplicateurs. Et je savais que si je voulais un jour faire de l'optique atomique quantique, il faudrait que je sois capable de détecter les atomes un par un. Donc on a monté une manite d'hélium métastable. J'en avais déjà monté une à l'école normale, mais pas tout à fait dans le même but. J'en ai remonté une à Orsay et on a fait toute une série d'expériences qui ont revisité les expériences clés de l'optique quantique. Et là, j'ai pris ma retraite. Mais je continue à enseigner. Mais le CNRS m'a mis dehors. J'ai pris ma retraite parce que le CNRS m'a mis dehors. Hein, en temps de 65 ans, j'ai reçu la. Ouais, rayé des cadres, comme il dit. J'ai reçu une lettre vachement sympa. Là, nous vous informons que vous êtes rayé des cadres. Pas un mot pour dire nous avons été ravis de vous compter parmi nos employés. Sympa. Hein, il y a des gens du CNRS, là, ils vont être fâchés hein, s'ils m'écoutent. Mais c'est la vérité. Il l'a dit, hein, c'est lui qui a dit rayer des cadres. Mais je confirme, c'est ce qui est écrit sur la lettre. Donc je vous propose de conclure, parce que vous avez entendu le tintement des verres, et pour permettre à Alain de rester avec nous quelques instants. Je voudrais remercier Alain pour ce magnifique cadeau d'anniversaire. Merci à vous. C'est toujours un plaisir d'être capable de communiquer ma passion pour la physique à une telle assemblée de jeunes gens et de jeunes filles. Je voudrais remercier donc très brièvement, vu le temps qui nous reste, l'ensemble des BDE successifs, l'école pour son soutien, la communication, la technique, pour au cours de toutes ces conférences depuis 20 ans. Je voudrais remercier Jérôme pour son amitié indéfectible, sans qui cette aventure n'aurait pas eu la même saveur. On a décidé, Jérôme et moi, de céder la place. Donc on va s'arrêter là. On invite toute personne parmi vous qui aurait envie de reprendre le flambeau, de réfléchir avec les BDE sous la formule la plus adéquate, redéfinir les horaires, les fréquences, tout ce que vous voulez. C'est l'occasion de faire ça. Pour nous, ça a été un très grand plaisir. Et voilà, on vous remercie tous et toutes pour votre présence ce soir et pour tous les élèves qui sont succédés ici depuis très longtemps. Je voudrais juste dire un tout petit mot, juste un hommage à Isabelle Rivals qui nous a quittés, qui était une de nos plus ferventes supportrices, entre guillemets. Elle venait à toutes les conférences des chantiers du savoir de façon vraiment depuis le début. Voilà, petit hommage et pensée à elle. Et la DIRCOM, la direction de la communication et l'école nous a gentiment proposé un petit pot et je vous invite pour nous y rejoindre. Merci.